C'est une réelle joie de vous retrouver ce soir pour un rendez-vous très spécial, consacré notamment à la sortie toute récente d'un livre qui fait déjà beaucoup parler de lui, Le secret de la vie, signé par nos amis Romuald Leterrier et Jocelyn Morisson que vous connaissez bien. Donc un livre publié aux éditions Guy et Daniel. Alors, après le succès de ce souvenir du futur et de ce souvenir de l'au-delà, Romuald et Jocelyn nous proposent aujourd'hui un nouvel ouvrage majeur qui explore les mystères du temps, du vieillissement, de la longévité, mais aussi des synchronicités et de la rétrocausalité. Ce livre bouscule nos représentations et nous invite à voir la vie autrement, non pas comme une simple ligne qui se déroule, mais comme un tissu vivant fait de possibles, de sens et d'émerveillement. Durant cette soirée, nous allons voyager entre science, conscience, entre sagesse ancienne et découverte de pointe. Et surtout, nous allons donner la parole à deux chercheurs passionnés qui ont à cœur de partager leurs expériences, leurs intuitions et leurs explorations. Je rappelle que Romuald est ethnobotaniste et Jocelyn, journaliste scientifique. Alors, ma première question est la suivante. Vous aviez marqué les esprits avec notamment, comme je le disais, ce souvenir du futur qui fut un best-seller. Alors, jusqu'à quel point vous allez aujourd'hui plus loin dans ce nouveau livre? Qu'est-ce que le secret de la vie apporte vraiment de nouveau? Merci Najib, merci et bonjour à toutes et tous. Ce soir, je suis très heureux d'être avec vous. Déjà, première chose, merci beaucoup pour l'invitation, Najib. Alors, le secret de la vie, bah, c'est la suite logique de tout ce qu'on a déjà tissé avec Jocelyn, bien évidemment. Et pour moi, en tout cas, c'est aussi, je dirais pas forcément l'aboutissement de mes travaux et de mes recherches, mais en tout cas, on change de niveau, hein, dans le sens où là, on a vraiment quelque chose qui, pour moi, a un lien clairement pratique euh, avec des passerelles vers la santé, avec des passerelles vers le bien-être, avec des passerelles vers le bien vieillir, aussi même la possibilité d'avoir une action sur ce vieillissement. Et tout ça part au final de toutes mes recherches sur la rétrocausalité. Peut-être un peu une anecdote qui va peut-être vous faire un petit peu percuter déjà sur quoi on va travailler ce soir, dont on va parler ce soir. Je me rappelle en 2012, quand j'ai rencontré Philippe Guillemont, après avoir travaillé avec Ernesto en Amazonie, je rencontre Philippe en 2012, par le biais de Jocelyn d'ailleurs, son article dans Nexus. Et on a eu des discussions, on est devenus amis, on a quand même pas mal collaboré aussi avec Philippe. Et je me rappelle une discussion qui m'avait marqué quand Philippe parlait des synchronicités. Il parlait de traces du futur. Et ça m'avait vraiment interpellé. J'avais eu comme une sorte d'illumination en me disant tout simplement, mais si les synchronicités, les signes, comme disait Ernesto, sont des traces du futur, des traces de nous-mêmes dans le futur, ça veut dire qu'on y est dans ce futur. Et la plupart d'entre nous, la plupart des humains, l'une des plus grandes préoccupations de l'être humain, c'est de se dire, est-ce que je serai encore là demain? Celui qui n'a jamais pensé ça dans sa vie, bah, soit c'est un bienheureux, donc un grand mystique, mais la plupart d'entre nous se posent la question de savoir est-ce que je serai encore là dans 15 jours, est-ce que je serai encore là dans un an. C'est des choses qu'on se pose tous de façon récurrente. Et ces traces du futur, elles nous montraient clairement, à mon sens, qu'effectivement, on était dans le futur en train de faire quelque chose. Donc, à partir de là, très vite, je me suis dit que j'avais envie de travailler sur la rétrocausalité en termes d'interaction entre un futur dans lequel on est possiblement en bonne santé, avec des projets, avec une conscience peut-être qu'on a travaillé, tu vois. Donc, je me suis dit, moi, j'ai envie de travailler sur ça. Je viens des sciences sociales, je viens des sciences du vivant, de par ma formation d'ethnobotaniste, et je me suis dit, c'est sur ça que j'ai envie de travailler. Alors, le premier ouvrage, ce Souvenir du futur, c'était d'essayer de montrer comment créer ces synchronicités, comment avoir une action sur ça. Hein. Tout le bouquin a été dédié à ça, de voir la création des volontaires des synchronicités, le jeu Synchronicity aussi qui participe de cette démarche-là, et puis un nouveau coffret d'ailleurs qui va bientôt arriver aussi le mois prochain dans la suite de Synchronicity. Et donc, dans le secret de la vie, moi, j'ai voulu tisser tout ça avec les traditions, avec l'alchimie, avec les savoirs natifs, et puis aussi des choses qui sont même des sciences de pointe, comme la biologie quantique qui est aujourd'hui émergente. Et puis, bien sûr, ben, Jocelyn, quand je lui ai proposé de me suivre dans cette aventure, il avait plein de choses à dire, plein de choses sur lesquelles il pouvait aussi, bien sûr, développer des thématiques, des recherches, des axes de perspective pour pouvoir comprendre, en fait, ben, quel est ce secret de la vie dont on va parler ce soir. Voilà.
Exactement. Merci Romuald pour ce partage. Jocelyn, tu souhaites rebondir? Juste pour préciser que tu nous as présenté, alors bonsoir à tous hein, d'abord, tu nous as présenté comme deux chercheurs dans notre duo. Le chercheur, c'est vraiment Romuald, hein, parce que dans ce livre, comme tu l'as vu, il y a une présentation de réflexions auxquelles je participe, mais c'est Romuald qui propose vraiment des hypothèses donc sur un terrain vraiment scientifique et des hypothèses qui sont testables. Et il propose aussi des expériences pour les tester, hein. Donc là, il y a une vraie démarche de chercheur. Moi, je me considère pas comme un chercheur. Je suis d'abord un journaliste scientifique, effectivement, et j'ai plus travaillé sur le terrain de la documentation et amener une synthèse un peu des connaissances dans les différents domaines qu'on aborde, comme les mythes, la science de l'immortalité, etc. La philosophie aussi, bien sûr. Et puis, voilà, on a eu ce dialogue aussi pour enrichir nos réflexions mutuelles, respectives, pardon, mais je ne suis pas, moi, chercheur à proprement parler. Je ne me présenterai pas comme ça. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, si tu es d'accord. Alors, toi, Jocelyn, qui suis de près l'actualité scientifique, où on en est aujourd'hui sur le rallongement de la durée de vie? Dans votre livre, vous donnez beaucoup d'exemples fascinants. Par exemple, je ne savais pas qu'un requin du Groenland pouvait vivre jusqu'à 400 ans, ou encore une palourde d'Islande qui avait été pêchée, qui a été datée à 507 ans. Moi, j'ai appris des choses dans votre livre, tu vois, que j'ignorais totalement. Mhm. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment nous, on peut s'en inspirer peut-être pour prolonger notre vie, même si ça m'intéresse personnellement pas forcément, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés. Alors raconte-nous un petit peu, Jocelyn. Et d'abord, ouais, on parle de prolonger sa vie, mais on parle aussi surtout d'enrichir sa vie, de lui donner plus de sens, hein. Donc, on parle d'augmenter sa vie sur un terrain quantitatif, oui, peut-être, c'est possible, mais aussi, surtout sur un terrain qualitatif, hein. Donc, oui, la nature, c'est effectivement prolonger la vie au-delà de la vie d'organismes simples. On a ça chez des méduses, on a ça chez effectivement, des mammifères marins ou des requins, et même dans le monde végétal, hein, et ça, Romuald pourra en parler peut-être, mais on ne s'attend pas effectivement à ce que les organismes, en fait, vivent si longtemps, et ça, c'est assez surprenant. Mais on peut dire qu'en tout cas, la science du vieillissement a fait des progrès considérables hein, ces dernières années, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a une première pilule anti-âge qui a été mise sur le marché, mais c'est pour les chiens, pour l'instant. Donc, donc c'est une boutade, mais ça montre que en fait, en laboratoire, il y a des choses absolument extraordinaires qui sont faites. Et on est capable d'augmenter la durée de vie de rongeurs, de modèles animaux comme ça, chez des poissons aussi. Et donc certains modèles animaux de type souris, on est capable d'augmenter leur durée de vie de 30% aujourd'hui. Et cette science du vieillissement, c'est une vraie révolution. Donc on en parle bien sûr dans le livre parce que c'est aussi une base scientifique intéressante pour nous, à partir de laquelle extrapoler et partir dans d'autres directions, hein. Mais c'est important de dire que autrefois, la science et la médecine en particulier s'intéressait aux maladies du vieillissement. Elle faisait des recherches, elle finançait des recherches sur les maladies du vieillissement, que sont, bien sûr, on le sait, les maladies neurodégénératives, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques. Mais aujourd'hui, c'est le vieillissement lui-même qui est considéré comme une maladie. Et ça, c'est un nouveau paradigme, en fait. Hein, considérer que le vieillissement lui-même est une maladie qui, donc, potentiellement peut se traiter, c'est une nouvelle vision des choses, c'est une nouvelle approche. Et on sait qu'il y a des financements colossaux, et notamment en Californie, bien sûr, avec des gens, des moguls, hein, comme on dit, des géants de la tech, comme Bezos, Musk et compagnie, qui investissent des milliards là-dedans. D'abord pour eux-mêmes, hein, puisqu'ils sont quand même très narcissiques et tournés auto-centrés, on va dire. Mais c'est des choses qui peuvent profiter à tous à terme, hein, et c'est hyper intéressant. Donc pour l'instant, il ne faut pas s'emballer parce que, comme je le disais, on en est au stade de la paillasse du modèle animal des recherches de laboratoire, mais très rapidement, en fait, on va avoir des choses qui vont sortir sur le marché. Bon, il y a déjà des propositions de compléments alimentaires et de régimes spécifiques de ce genre de choses, mais quand on pense qu'on peut augmenter la durée de vie de 30%, pour un être humain de 80 ans, ça fait 24 ans en plus quand même. Tu vois, donc c'est pas anodin. Et bien sûr, il y a beaucoup de gens quand même qui sont intéressés par ça.
Mais nous, on propose aussi une réflexion sur le terrain plus philosophique, disons, pour essayer de comprendre pourquoi justement est-ce que la vie, elle est finie, quel sens ça a, est-ce que est-ce qu'on est voué à vivre pour toujours, quel intérêt ça a, en tout cas vivre dans nos corps, hein, parce qu'on parle d'immortalité physique, on parle d'immortalité de l'âme, tout ça, c'est des visions différentes des choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est à portée de main aujourd'hui pour ce qui concerne la vision, en tout cas biologique, mécaniste, on va dire, de la science, hein. Donc nous, ça nous sert de base pour proposer des choses qui vont sur d'autres terrains, bien sûr, qui vont sur le terrain de la psychologie des profondeurs, du développement transpersonnel, on va dire, et de la spiritualité, bien sûr. Cette réflexion est forcément plus intéressante que le sujet de conversation qui a été extrait par les médias entre Xi Jinping, Kim Jong-un et puis Poutine, qui parlait de l'immortalité, hein, de, en tout cas rallonger la vie lors du dernier défilé à Pékin. Et c'était fascinant de voir à quel point c'était pour eux voilà, le Graal absolu de pouvoir vivre longtemps et de pouvoir Bah, soumettre la planète, effectivement. c'est Mais ça, malheureusement, c'est des gens qui, eux, veulent rester au pouvoir éternellement, hein. Donc déjà, ils changent les lois pour pouvoir le faire. Et si possiblement ils peuvent augmenter leur vie, eh ben, ça sera pour ces mêmes buts, hein. Donc il ne faut pas que ce soit les seuls à pouvoir s'emparer de ce genre de progrès, bien sûr. alors, on va rentrer dans le vivant, ce dialogue avec le vivant. Et je vais m'adresser à toi, Romuald, puisque page 52 de votre ouvrage, tu racontes ton dialogue avec le grand esprit de la selva en Amazonie. Et ce qui est frappant, c'est que tu racontes avoir vécu cette expérience chamanique sans aucune substance, sans aucun rituel particulier. Est-ce que tu peux nous replonger dans ce vécu? Oui, c'était une expédition en fait qu'on faisait. C'était je crois que c'était en 2006, ça. On était parti sur une mission pour référencier en fait des grands arbres maîtres. Et donc on était parti quand même assez loin sur le Rio Caleria, même plus haut même que le Rio Caleria. Et on était épuisé parce qu'on naviguait sur des pirogues et des bateaux. Et le réchauffement climatique à l'époque déjà avait baissé le niveau des rios. Et donc, on passait plutôt 80% de notre temps à pousser les pirogues qu'à être dessus la pirogue. Donc, le soir, on était complètement rincé. Et je me souviens qu'on était arrivé dans une tribu assez éloignée, assez reculée, avec une forêt primaire vraiment vierge, qui n'avait pas été déforestée, une forêt vraiment primaire. Et on avait dormi, nous, dans une maison à côté de cette forêt primaire. Et bon, on était quand même bien fatigué. On s'est installé dans cette maloca, dans cette maison, c'est une vieille maison en toit de palme qui était désaffectée. La personne qui vivait là était morte il y avait à peu près un an ou deux, donc elle grouillait de grosses araignées. Enfin, c'était un peu Indiana Jones, c'était un peu flippant, mais enfin bref, ça c'est autre chose. Et puis, donc on installe nos moustiquaires, tout ça, on se met sous nos matelas. Et puis, bon, on était tous un petit peu fatigués quand même, on discute un peu. Puis, moi, je ferme les yeux. Et en fermant les yeux, je m'aperçois que j'ai des visions. J'ai des visions qui sont très particulières. C'est une sorte de magma permanent de transformation de forme animale, de forme végétale, comme si en fait tu avais tout ce qui constitue les êtres vivants, mais sans les espèces, mais dans une espèce de mouvement perpétuel de transformation. Et je me dis déjà, c'est très très beau, c'est très étonnant. Euh, mais à un moment, il y a un grand silence. On était 11 quand même dans cette maison à dormir. Et donc, je me dis quand même à voix haute, je dis, mais ça va, vous allez bien? Et il y en a un premier qui commence à me dire, non, moi je vois dans ma tête des formes animales, végétales. Ma compagne de l'époque, Nacera, me dit pareil. Je vois des animaux, des créatures, enfin des formes organiques. Et en fait, tout le monde, les 11 personnes voyaient la même chose sous les paupières closes, donc dans leur subjectivité, si tu veux. On était tellement fatigués qu'on a fini par s'endormir sous cette espèce de vortex de vision biologique. Le lendemain, j'ai voulu en savoir un peu plus. Je suis allé voir le chaman de la tribu. Je lui dis voilà, on a vécu ça hier soir. Et lui, de façon toute simple, me dit oui, oui, bah, c'est parce que l'esprit de la forêt, il est très fort ici. Et donc, vous l'avez perçu. Simplement en relâchant votre conscience, en étant soit dans un état un peu méditatif ou être au bord de l'endormissement, bah, à ce moment-là, hop, il envahit votre propre subjectivité, vous pouvez le percevoir. Il dit, nous, c'est comme ça qu'on le perçoit. Il suffit de se détendre, d'être calme à côté de la forêt. On ferme les yeux et on perçoit effectivement cette espèce de champ informationnel fait de formes biologiques au final.
Alors moi, à l'époque, ça m'avait déjà fait penser un peu au champ morphique de Rupert Sheldrake, tu sais, ces idées de champ morphogénétique. Ben là, ben, j'en avais une vision claire, tu vois. Et ce qui est très étonnant, c'est que j'ai découvert plus tard, dans un livre, Les Lances du Crépuscule de Philippe Descola, qui est son livre de thèse, en fait, qu'il avait fait chez les Achuars et les Chouars en Amazonie équatorienne, il relate, en fait, lui, une vision, des visions avec le nathème. Alors, le nathème, c'est l'équivalent de l'ayahuasca, mais chez les Chouars. Et il décrit des visions similaires. Il décrira un magma de vision de forme organique, une animalité sans espèce. Donc c'est très étonnant parce que ça colle parfaitement avec ce que moi j'avais vécu avec mes collègues en fait dans la forêt, quoi. Euh, voilà, une expérience étonnante, comme si en fait la forêt, d'ailleurs c'est pour eux, hein, c'est ce qu'ils disent les Indiens, la forêt a une forme de psyché, une forme de mémoire, et cette mémoire, elle est accessible rien quand elle est forte à certains endroits, quand la nature est bien préservée, il suffit juste de se détendre et on accède à ce champ informationnel. Est-ce qu'on peut justement développer ce concept de Rupert Sheldrake des champs morphiques? Est-ce que Jocelyn, ou Romuald, hein, Comme tu Vas-y, veux, je continue, continue, Vas-y, ouais, vas-y, vas-y. continue, Romuald. En fait, les champs morphiques, c'est une hypothèse qui a déjà un peu de bouteille, hein. Ça remonte aux années 80. C'est le livre de Sheldrake, le premier, Une nouvelle science de la vie. Ça date des années, je crois que c'est 82, où il publie en fait un ouvrage magistral où il montre en fait une autre vision du vivant, en montrant qu'en fait, il essaie d'expliquer tout ce qui n'est pas explicable d'un point de vue biologique classique, on va dire. Parce qu'il y a plein de choses en biologie que le darwinisme n'arrive pas forcément à expliquer. Lui, il essaie d'expliquer par une idée de cause formative. Alors, une cause formative, c'est aussi en lien avec la notion d'entéléchie, de cause finale, donc nous, d'attracteurs de rétrocausalité dont on va parler tout à l'heure, qui se trouvent dans le futur et qui guident en fait les espèces, qui les aident même à s'adapter à certains environnements. Alors, Sheldrake, il dit qu'en fait, il y a des champs comme ça d'informations et à un moment, il y a une espèce qui va acquérir une information. Et ça va devenir une habitude qui va se transmettre par le biais du champ morphogénétique à l'ensemble de la communauté et de l'espèce. Il y a eu le cas, par exemple, des mésanges en Angleterre. Les mésanges, dans certaines régions d'Angleterre, elles ont appris, dans certaines villes, à décapsuler les bouteilles de lait qu'on livrait devant la porte. Tu peux nous rappeler ce que c'est les mésanges, pour ceux Les qui ne... mésanges, c'est les petits oiseaux que vous avez D'accord. normalement dans vos haies ou dans vos jardins, si vous avez gardé un petit peu des espaces broussailleux ou encore un petit peu de nature un peu vierge dans votre jardin, il faut en garder. Je fais un petit peu, là, je prêche pour ma paroisse. Euh, et donc, tout ça pour dire clairement que les mésanges, cette habitude, si tu veux, elle s'est répandue très très vite dans toute l'Angleterre, à une vitesse qui dépasse le fait que ces mésanges, elles aient pu euh, se transmettre, si tu veux, de façon normale par l'apprentissage, cette pratique. Donc, Sheldrake dit que pour lui, c'est un effet du champ morphogénétique, c'est-à-dire que l'information s'est développée chez certains individus, mais certains individus, comme si c'était par l'intuition, ont reçu en fait cet apprentissage de façon quasiment automatique par le biais de l'instinct, l'instinct qui n'est pas à concevoir comme une réaction, on va dire, instinctive, comme une action, mais comme une mémoire, hein, comme une mémoire qui est diffuse à l'extérieur en fait des organismes, si tu veux. Hmm. Il y a d'ailleurs un super livre qui avait été traduit par Patrice Van Hersel, notre ami, c'est La mémoire de l'univers, Jocelyn, c'est ça, hein, de Rupert Sheldrake. Oui, 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 il a été présenté par Patrice, je ne crois pas qu'il l'ait Oui, traduit, mais il a été c'est un effectivement super livre que je vous introduit. recommande vraiment, hein. Excellent. Ok. Jocelyn, tu as des choses à rajouter par rapport à ça? Non, on peut donner aussi l'exemple, si tu veux, rapidement, des vols d'oiseaux ou des bancs de poissons, tu sais, pour évoquer ces champs, ces fameux champs morphiques. Maintenant, il utilise plus la formule de champ morphique qui donne la forme. On a fait des tests informatiques qui montrent que la transmission d'informations de proche en proche ne permet pas d'expliquer comment un banc de poissons ou une volée d'oiseaux, il y a un autre terme, tu sais, pour les murmurations, je crois que ça s'appelle, ou ces vols d'oiseaux qui se déplacent, tu sais, comme une onde, qui sont des milliers d'oiseaux qui se déplacent d'une manière synchrone. Les modèles informatiques ne permettent pas de comprendre comment l'information passerait d'un animal à l'autre pour comprendre comment ce déplacement se ferait. Et la meilleure hypothèse, c'est de considérer que tous les individus
du groupe ont Mm. l'information en fait en même temps, effectivement, par l'instinct. Mais de toute façon, l'instinct, ça reste quelque chose de très mystérieux, hein. Comment est-ce qu'un oiseau sait comment faire un nid? C'est pas son père, sa mère qui lui ont appris. C'est une information dont les biologistes supposent qu'elle est engrammée dans le cerveau. Sauf que c'est probablement pas comme ça que ça se passe. Comme pour certaines découvertes qui se font souvent en même temps, à différents endroits du monde, ils réalisent les mêmes découvertes, Absolument. sans s'être parlé, sans avoir... Il y a même des écrivains qui le racontent, à Laurent Gounel qui nous le racontait, avec Bernard Werber d'ailleurs, ils avaient écrit Mhm. quasiment le même scénario, sans C'est avoir vrai. communiqué entre eux. Et ouais, c'est juste incroyable. Alors Jocelyn, tant que je t'ai, j'aimerais qu'on revienne sur le sens, la longévité. Et vous parlez justement de Niklas Brandborb, je ne sais pas si je le prononce bien, donc page 73 de votre livre, et vous parlez des personnes qui vivent longtemps, Mhm. sont souvent des personnes qui ont des projets, parfois même simples, et ça expliquerait pourquoi certains animaux marins ou terrestres vivraient plus longtemps que d'autres, puisqu'ils sont vraiment en mode séquentiel tous les jours, où ils font à peu près la même chose. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas que l'intention et le sens de la vie sont les vraies, entre guillemets, vitamines de la longévité et que voilà, ça nous garantit une longévité plus que si on était tout le temps là à se poser la question, alors qu'est-ce que je dois faire de ma vie, qu'est-ce que je vais faire, etc. Est-ce que vous pouvez vous exprimer à ce sujet? Ça, Ouais, bien sûr. C'est plus Plus Romuald hein, Romuald. qui a évoqué cet exemple-là. Ok. Oui, en fait, c'est Niklas Brandborg qui est un biologiste moléculaire et qui a fait un livre d'ailleurs sur la longévité qui est très intéressant. Il relate en fait une étude de gériatrie où en fait il montre qu'il y a eu un pic de longévité sur une population de seniors, mais c'était mondial en fait, hein, sur une population de seniors, parce qu'il s'était fixé l'objectif de vouloir voir l'an 2000. Donc ça, c'était à la fin du XXe siècle. Il y a des gens qui ont vécu au-delà de ce qu'ils auraient dû vivre en prolongeant leur état de santé de façon à un état de santé qui soit viable, si tu veux, en bonne santé. Donc, et ce qui est complètement dingue, c'est que ces gens ont passé l'an 2000. Mais il y a eu ensuite un effondrement de cette population après qu'ils aient passé l'an 2000. Parce qu'il s'est passé, bah, c'est très simple en termes de rétrocausalité, ça c'est ce qu'on développe dans le livre, c'est qu'en fait, bah, ces gens se sont projetés, donc ils ont créé un attracteur rétrocausal dans le futur. Ils ont donc cheminé, ils ont été guidés par cet attracteur dans le futur qui était de voir l'an 2000. Ça a eu un impact vraisemblablement d'allumer des marqueurs, des marqueurs génétiques, ça a eu une influence épigénétique, ça leur a permis certainement de moduler certaines choses qui nous restent très mystérieuses d'un point de vue biologique, mais en tout cas, ça les a amenés jusqu'à voir l'an 2000. Mais une fois qu'ils ont constaté qu'ils avaient vu l'an 2000, bah, ils avaient atteint leur objectif, ils ont rejoint leur attracteur de rétrocausalité, et comme ils n'en ont pas mis d'autres, eh ben effectivement, là, à ce moment-là, la nature, le cheval est revenu au galop, et boum, ils ont, beaucoup en tout cas, hein, c'était statistiquement montré, sont décédés après, quelques mois après avoir passé l'an 2000. Ben voilà, on en a un exemple. J'ai vu une question passer de Céline disant quel est le lien entre les champs morphiques, plus ou moins l'esprit d'une forêt et puis ces attracteurs de rétrocausalité. Ben c'est ça, c'est qu'en fait, le champ morphique, il peut être intentionné par la conscience humaine. Et là, à ce moment-là, il y a vraiment une mise en résonance avec le vivant et on se met en accord avec quelque chose qui peut justement avoir une incidence sur notre santé. Mhm. Et donc, ça voudrait dire que l'an 2000 serait l'attracteur rétrocausal de toutes ces personnes. En fait, c'est ça. Ils ont l'attracteur rétrocausal, c'est leur intention, leur Mhm. volonté de vouloir voir l'an 2000. Tu vois, c'est ça qui se passe en fait. Mhm. Et c'est une intention en fait. Hein, c'est ce que je parle à un moment dans le livre. Il y a des choses il y a pas mal de choses dans le bouquin qui sont issues de mes ateliers parce que la pratique des ateliers qu'on a mis en place depuis 2017 a donné quand même pas mal d'informations sur justement comment poser une intention, voir cette intention se réaliser dans le futur, la constater et voir en fait toutes les cascades de synchronicité, toutes les traces du futur qui redescendent justement de ce futur souhaitable et ce futur qui a été sélectionné, c'est-à-dire dans le passé par la conscience, si tu veux. Donc, il y a vraiment cette idée de circulation, de cycle, si tu veux. Et donc, si on laisse de côté l'inconscient, est-ce qu'on peut dire que la conscience, est-ce qu'en conscience, on peut poser des attracteurs Bien pour que sûr, ça influe sur notre santé et notre durée de vie? bien sûr, l'idée en fait du secret de la vie, c'est d'arriver justement
moi, ce que j'appelle l'épigénétique des futurs désirables, c'est-à-dire d'arriver à intentionner des désirs de santé pour dans 5, pour dans 10 ans, pour dans 20 ans, et de se connecter à ça, si tu veux, par le biais de synchronicité, par le biais de signes, par le biais aussi de rêves, si tu veux, hein, ça fonctionne aussi. C'est tout l'enjeu du livre, c'est de montrer en fait cette dynamique-là qui est à l'œuvre. Mais nous sommes au final des êtres qui, mais c'est nous en tant qu'humains, mais c'est aussi pour moi tout le vivant, il y a besoin de se projeter. On a besoin de se projeter. Et les projets sont intéressants parce qu'ils nous permettent de nous projeter. Et on voit bien sur des populations de personnes d'un certain âge, sur une population de seniors, ceux qui ont des projets qui sont encore très actifs, disent moi je veux faire ci, je veux faire ça, je veux écrire un bouquin, je veux faire un grand jardin de permaculture ou je veux aider la collectivité ou des choses. On voit bien que ces personnes sont en meilleure santé que ceux qui sont dans l'apathie après la retraite de se dire par exemple, ben voilà, je ne sers plus à rien, ma vie est finie. À ce moment-là, oui. Là, c'est un autre attracteur qui se met en route, qui a un effet nocebo et pas un effet placebo, tu vois. Donc, c'est très important. Le conseil que je peux déjà donner maintenant dans l'émission, c'est que c'est très important de vous projeter sur le long terme avec des intentions et des rêves qui peuvent être des rêves fous, mais il faut les avoir, ces rêves. Il faut vraiment avoir l'objectif de les vivre. Hmm. Merci. J'ajouterais un mot, Najib, c'est que justement, si on ne fait pas ce travail consciemment, eh ben, il se fait malgré nous inconsciemment, hein. Et donc, bien sûr, sur l'espérance de vie, il y a des facteurs génétiques, hein, des susceptibilités à des maladies, ce genre de choses, qui sont des héritages éventuellement familiaux, voire qui saute une génération, etc. Mais si on ne fait pas ce travail d'intentionnalité de manière consciente, on va le faire de toute façon de manière inconsciente. Et qu'est-ce qui va dominer dans notre inconscient? Ça va être nos peurs, ça va être les fruits de nos traumas, etc. Ça va être toutes sortes de choses négatives et qui vont effectivement avoir un effet nocebo et qui, du coup vont créer des attracteurs, mais vers des choses qu'on ne désire pas nécessairement, comme la maladie, bien entendu. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'il faut faire ce travail de manière consciente. Hmm. Et donc, en parlant de maladie, il y a un chapitre que tu écris, Jocelyn, où tu écris, ça je l'ai découvert, qu'un être mythique aurait introduit la mort dans notre espace-temps en tout cas. Et ça marque justement le passage d'un monde immortel à un temps linéaire. Comment tu expliques ce basculement? Est-ce que tu peux développer cette partie que tu as écrit dans le livre? Ou en fait, oui, j'ai fait un chapitre introductif dans lequel je parle des différents mythes autour de l'immortalité, de l'éternelle jeunesse, des élixirs de jouvence, etc. Fontaine de jouvence, mais on y revient à plusieurs reprises dans le livre, hein. Il y a aussi beaucoup de passages qui sont écrits par Romuald là-dessus, parce que c'est lui qui m'a conseillé justement d'aller chercher dans tous ces mythes. Il y a en tout cas un mythe qui effectivement est récurrent dans plusieurs traditions, qui est que à l'origine, l'être humain est immortel. Il est semblable à des dieux en fait. Et c'est suite à une faute. Et Romuald va compléter là-dessus parce il a des choses intéressantes à dire. C'est suite à une faute. Et dans la Bible, on sait qu'il y a ce mythe de la chute, hein, dans la Genèse, euh, la chute, le péché originel, etc. Et on retrouve ça en fait dans plein d'autres traditions. Et effectivement, c'est une faute commise par l'humain qui a défié les dieux, le Dieu unique, etc., etc. Et qui, du coup, est à l'origine de la mortalité de l'humain. Et l'humain, donc, cherche par tous les moyens ensuite à retrouver son immortalité, qui est sa véritable nature finalement. Et donc, dans toutes les traditions spirituelles, on retrouve cette idée qu'il y a une possibilité d'accéder à l'immortalité. Donc, dans certains cas, ça va être l'immortalité physique, l'immortalité du corps. On a ça dans le taoïsme en particulier. Dans d'autres cas, dans beaucoup de cas, c'est l'immortalité de l'âme, hein. Et là, on a quand même beaucoup de traditions qui nous parlent de ça. Mais l'âme n'est pas immortelle, justement par nature non plus, hein. Aujourd'hui, dans la religion catholique, c'est le cas. On nous dit l'âme est immortelle, mais c'est pas le cas à l'origine, en fait, chez les pères de l'Église. Dans les premiers temps du christianisme, l'immortalité de l'âme n'est pas un donné, elle est quelque chose qui se gagne. Elle est quelque chose qui se gagne par nos vertus, par nos comportements, etc. Et par une grâce aussi qui est accordée éventuellement. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est un acquis. Donc l'âme peut très bien disparaître à l'issue d'une vie qui aurait été menée en parfaite ignorance de justement de sa présence en nous, en quelque sorte. Donc ça, c'est intéressant. Mais après, il y a un aspect sur la faute originelle sur lequel je Hmm. pense Romuald peut compléter de manière intéressante.
Oui, en fait, quand on retourne vraiment à la source des mythes de mortalité, au final, pourquoi l'être humain est devenu mortel, alors c'est des mythes très très anciens, hein. Il y a toute une phylogénie de ces mythes-là. Et en fait, le plus ancien qu'on a retrouvé, enfin les plus anciens qui sont communs, ils ont tous la même racine, c'est la même histoire. C'est au départ que les êtres humains étaient immortels, mais pour rester immortels, devaient se transformer. C'est-à-dire qu'ils changeaient de peau, comme les reptiles, ou alors ils rentraient comme dans des espèces de cocons, comme dans des espèces de chrysalides, pour se renouveler en fait. La faute, la mortalité, c'est quoi? C'est-à-dire que les ancêtres originaux euh, ont été surpris dans leur transformation. Quelqu'un a regardé cette transformation. Et le fait qu'un tiers regarde cette transformation a fait en fait qu'ils sont devenus mortels. Et ça, c'est très intéressant pour le propos du bouquin, parce que c'est le point de départ, c'est de se dire qu'il y a quelque chose d'assez quantique là-dedans, d'observer en fait quelque chose qui ne doit pas être observé, et qui permet en fait à ces êtres, qui permettait à ces êtres de se transformer vivant dans la durée, en évoluant avec une sorte de temporalité cyclique, si tu veux, mais qui en même temps leur permettait d'avoir une certaine forme d'allongement de la vie, en étant d'ailleurs complètement immortels s'ils n'étaient pas observés. Hmm. Et ça nous montre Je- aussi le je- rôle de l'observateur qui est développé aussi Bien dans sûr. votre livre avec ouais. Castrup, etc. Jocelyn, tu voulais ajouter quelque Ouais, chose? ouais, je réponds à une remarque d'Emmanuel qui est intéressante parce qu'il dit, ça paraît illusoire d'imaginer qu'on peut poser des intentions conscientes efficiente quand on admet que l'inconscient tient 95% des commandes. Et je voudrais bien savoir d'où sort ce chiffre-là, parce que là, on est dans des choses qu'on peut trouver effectivement peut-être à droite à gauche, dans les neurosciences ou en psychologie, je sais pas. Pour moi, ça, ben, je voudrais bien savoir si c'est fondé, mais je suis pas d'accord avec ça, parce que ça dépend complètement des individus, à mon avis. La plupart des individus peut-être sont dominés par leur inconscient, mais nous, on se réfère beaucoup, encore une fois, avec Romuald à Jung, et Jung disait que le but de la vie, c'était de réaliser le soi, et le soi, c'est la totalité de la psyché, c'est-à-dire c'est le conscient et l'inconscient. Et il s'agissait, dans une démarche de vie pleine et aboutie, d'intégrer justement toute la part inconsciente pour la conscientiser et réaliser ce qu'il appelait le soi, et qui est l'équivalent de ce que certains appelleront l'âme ou d'autres appelleront Atman dans la tradition, par exemple, hindoue, etc. Donc, moi, m'inscris en faux sur le fait que, par exemple, en ce qui me concerne, mes comportements, mes attitudes, mes idées, mes pensées sont dominés à 95% par mon inconscient. Je suis absolument pas d'accord. Je pense que ça dépend des individus, c'est sûr, mais en tout cas, pour quiconque est engagé sur une voie de développement que j'appelle transpersonnelle, on peut conscientiser bien davantage que ça. Et bien sûr, il reste des influences inconscientes. Moi, je continue à faire des rêves dans lesquels je maîtrise pas ce qui se passe. Parfois, ça m'arrive de faire des rêves lucides dans lesquels je maîtrise un petit peu. Mais voilà, c'est juste pour préciser par rapport à cette remarque. Ben moi, je peux même rajouter qu'en fait, dans les pratiques d'atelier avec lesquelles je travaille, c'est qu'on pose cette intention, bien sûr, de façon consciente, mais je dis toujours, maintenant, on va aller explorer cette intention, comment elle est reçue par l'inconscient. Parce que des fois, c'est vrai que l'inconscient peut avoir un positionnement contradictoire par rapport à ce que la personne a posé d'intention de façon consciente. Donc, c'est bien de voir un petit peu comment on peut voir l'équilibre qu'il y a dans cette demande, en fait. Donc, c'est pas tout à fait faux. En tout cas, c'est bien d'y avoir pensé, mais j'y avais pensé aussi. Voilà. Alors, Romuald, j'adore ce concept que tu remets un peu en lumière, qui est cette fameuse conscience bicamérale que tu évoques dans les Chroniques du futur, hein, qu'on a coproduit et qui sont à présent disponibles sur YouTube depuis cet été. Donc les Chroniques du futur de Romuald Le Terrier, saison 1 et 2, et qui étaient bien évidemment sur Vertical Project pendant 3 ou 4 ans, je sais plus, c'était pendant le Covid qu'on avait commencé à enregistrer. Est-ce que tu peux revenir sur ce concept et pour l'expliquer un peu à nos auditeurs? Ouais, la théorie de l'esprit bicaméral, elle n'est pas de moi, elle est de Julian Jaynes, qui était L'UNES, c'est ça. Mm. en fait un professeur de psychologie de Princeton et qui avait qui s'intéressait à différents domaines. Autant la neurologie, l'archéologie, l'étude des textes de l'Antiquité. Enfin, c'était vraiment quelqu'un qui avait une grande érudition et une grande vision pluridisciplinaire. Il s'intéressait aussi à l'ethnologie, hein, qui est mon domaine de prédilection. Et en fait, lui,
émettait l'hypothèse que le cerveau n'était pas câblé comme aujourd'hui. Il n'était pas câblé comme aujourd'hui, il était, on va dire, coupé en deux, bicaméral, et ce qui générait, en fait, alors je ne vais pas rentrer dans le détail neurologique de tout ça, parce que c'est mieux, c'est de lire son bouquin. Le livre s'appelle La naissance de la conscience dans l'effondrement de l'esprit. Voilà, c'est aux presses universitaires de France. En tout cas, ce que ça générait, c'est ce câblage du cerveau différent, c'est que l'homme de l'Antiquité, mais même de la Grèce antique, et bien sûr d'autres peuples natifs, euh, entendaient en fait, comme si c'était de l'extérieur, des voix, les voix des ancêtres, les voix des morts, les voix des dieux, et même avec des visions, des apparitions de ces êtres. Alors en fait, décrit en fait des tombes, les premières tombes dans certaines villes ou certains temples où en fait les gens à proximité des statues, par exemple, des divinités entendaient la divinité défunte, par exemple, ou le roi défunt s'exprimer, hein, avoir des injonctions, donner des informations. Il y a des liens aussi, vraisemblablement, certainement, avec la schizophrénie, qui serait un atavisme de ça. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que la théorie de Jaynes, elle explique plein de choses d'un point de vue de l'anthropologie. L'idée que certaines statues contiennent des voix, ces fameuses statues qui contiennent l'esprit des défunts, comme les Corvars dont j'ai déjà parlé quand j'avais parlé d'Assomption. Il y a ce culte des crânes aussi qu'on retrouve en Mélanésie, chez les Asmates, par exemple, de Nouvelle-Guinée, où on dormait sur les crânes des ancêtres pour entendre leur voix et même pour que ces crânes, la nuit, projettent des sortes de rêves lucides en 3D dans lesquels on retrouvait, en fait, les ancêtres, si tu veux. Donc la théorie de Jaynes, elle est intéressante, mais elle est aussi intéressante de la mettre en lien avec les travaux de David Abraham, qui est un écophilosophe américain, parce qu'Abraham dit un petit peu la même chose dans un livre magistral qui s'appelle Comment la Terre s'est tue, s'est tue au sens de parler, si tu veux. Il expliquait qu'avant les civilisations de l'écriture, l'environnement s'exprimait. Les esprits de la nature parlaient, le vent avait une voix. C'est-à-dire que tout ce qui est du domaine aujourd'hui enfermé, on pense être enfermé dans notre boîte crânienne, était diffus en fait dans l'écosystème. Voilà, la pensée, les idées, tout ça avait un statut flottant. Et on retrouve ça aussi dans l'étymologie. Quand on parle d'imaginaire, l'imaginaire, c'est des images dans l'air. Donc ça c'est des choses qui restent. On parlait tout à l'heure de ce fameux champ informationnel. Et c'est ça, un champ qui euh, contient des images, qui contient des idées, et sur lequel bah, l'homme entend et peut s'approprier certains motifs. Mais en fait, c'est l'idée qu'en fait, nous serions enveloppés dans l'esprit de la biosphère et que cette biosphère nous donnerait en fait notre subjectivité, notre conscience, mais aussi nos idées, nos pensées, qu'elles ne seraient pas forcément cérébrées comme on l'imagine, le cerveau étant plutôt un instrument, on va dire, ou un processus, ou un organe, je préfère quand même le mot organe, de captation. Voilà. Merci, merci Romuald. Jocelyn, quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, moi, je t'avoue que c'est un auteur que je connaissais pas, hein, que j'ai découvert Mm. en lisant ce chapitre. Mm. Il y a aussi l'expérience de l'igname dont tu parles dans le livre, mais c'est autre chose et tu en parles déjà dans les Chroniques du futur, donc on va pas revenir là-dessus. Alors là, on va rentrer dans le chapitre de l'alchimie qui intéresse aussi beaucoup nos auditeurs, euh, qui est largement évoqué dans votre livre, donc dans Le secret de la vie. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vois qu'il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints. Donc il y a un large chapitre consacré à l'alchimie, donc pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, ils vont se régaler, disons-le. Et moi, j'ai une question, puisque vous dites que les alchimistes, à travers des symboles comme l'Ouroboros ou le sceau de Salomon, présentaient peut-être déjà la rétrocausalité. Est-ce qu'on peut dire qu'ils avaient découvert une science du temps avant l'heure? Oui, je pense, parce qu'en fait, ben, si tu veux, le lien avec la chimie, il est venu aussi par le chaman Ernesto, chaman avec lequel je me suis formé au tout début des années 2000, avec qui j'ai en fait découvert la rétrocausalité. Je ne savais pas que c'était de la rétrocausalité à l'époque. Mais lui, si tu veux, déjà, pour l'anecdote, et c'est peut-être, il y a un chapitre qui s'appelle dans le livre, un paragraphe qui s'appelle Le plus grand secret d'Ernesto, c'est qu'Ernesto était vieux et faisait très jeune. Enfin, il faisait 20 ans de moins, quoi. Voilà. Voilà. Après, les histoires d'état civil en Amazonie, c'est toujours compliqué. Mais Ernesto arrêtait pas de me dire en fait que euh, l'Ouroboros, moi, il me dessinait en fait des serpents qui se mordaient la queue comme ça dans le sable, ou même des fois sur des toiles ou des feuilles de bananier, il me dessinait ça.
Et en fait, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire par là, mais il disait ça, c'est le secret de la vie. C'est ce qui permet de prolonger sa vie. Et ça résonne avec le mythe initial, hein, qu'il y avait un mode de reproduction comme les reptiles, de changer de peau, quelque chose de cyclique, si tu veux. Et il disait un truc qui rejoint aussi le mythe, il disait, mais il faut le faire sans se faire voir. Donc moi, à l'époque, je comprenais rien du tout à tout ça. Ça m'était complètement hermétique. Je comprenais absolument pas ce que voulait dire Ernesto. Je savais qu'il allait dans des endroits un peu isolés parce que, semble-t-il, il fallait qu'il se cache pour pas être vu des autres membres de sa communauté, donc des grandes périodes d'isolation. Mais il allait même des fois se cacher dans des endroits pour pas être vu par les animaux. Parce qu'il disait aussi que les animaux avaient une influence sur ça et qu'il fallait donc essayer au maximum d'être dans une opacité par rapport à ces processus. Je ne savais pas ce qu'il faisait en fait. Hein. Je n'ai jamais rien compris. J'ai appris plus tard, j'ai compris qu'il créait des synchronicités en fait, si tu veux. Et l'idée, c'est que chaque synchronicité créée, quand je vous parlais tout à l'heure de traces du futur, si vous avez des traces du futur, c'est que vous êtes dans le futur. On y reviendra peut-être tout à l'heure quand on parlera des systèmes d'observation différés. Mais si vous êtes dans le futur, et si vous avez les traces de ça, c'est que vous êtes vivant. Donc, à chaque fois que vous avez des redescentes d'informations, que vous créez des synchronicités, vous les produisez, bah, vous avancez dans le temps. Et donc, je me suis dit, mais il n'y aurait pas un lien avec l'alchimie. Alors j'avais eu cette idée-là, puis je l'avais laissé tomber, mais pendant le Covid, puisque j'étais à la maison et que j'étais un petit peu confiné et que je voulais certainement pas passer mon temps à regarder Netflix, j'ai dit je vais quand même essayer de trouver les trucs. Et j'ai repris, j'avais plein de bouquins d'alchimie à la maison, mais ce qui m'intéressait surtout, c'était les images, parce que l'alchimie, c'est deux choses. Il y a des textes, mais il y a un corpus d'images phénoménal. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'iconographie sur lequel l'adepte devait méditer et sur lequel même il y avait la base de travail. Alors, que les choses soient claires, je n'entends pas, moi, dans cet ouvrage, révolutionner l'alchimie. Je respecte complètement l'interprétation des alchimistes opératifs, des alchimistes spirituels, symboliques. Je dis juste que peut-être il y a un truc en plus, c'est que je pense qu'il faut penser l'alchimiste et sa technique euh, sous différentes temporalités. Et justement, en lien avec le Robourreau, c'est-à-dire que pour moi, l'alchimiste communique de lui-même à lui-même à travers deux temporalités différentes, en créant des signes. Et ces signes, c'est plus que des signes, c'est des coïncidences d'opposés. C'est comme ça que c'était conçu dans l'alchimie, c'est de faire une synchronicité. Un signe, c'était de faire coïncider l'esprit, la matière, le ciel, la terre, enfin, des coupes comme ça d'opposés symboliques. Et ça fonctionne. On a quelque chose qui est dans Solve et Coagula, par exemple, dans l'alchimie, quand on crée des synchronicités, on a montré d'ailleurs des exemples très intéressants dans le livre qui sont très parlants, on voit comment vous allez sélectionner deux éléments au hasard, un symbole, un animal, et puis quelques temps après, boum, vous le voyez se manifester dans la réalité par rapport à un timing que vous avez mis. Et les deux motifs souvent ont fusionné. Donc, ils ont coagulé. C'est-à-dire que les éléments qui ont été pris au hasard, ils se sont mis à coaguler dans leur manifestation synchronistique dans la réalité. On a montré des exemples dans le bouquin qui sont absolument édifiants. C'est certainement les plus forts qu'on ait eu à la sortie d'atelier. Enfin, vous verrez dans le bouquin, je ne peux pas vous les montrer là, mais c'est très fort, c'est très puissant. L'idée que je suggère dans le livre, c'est que les alchimistes, simplement en régulièrement créant des synchronicités, tout en intentionnant le désir de longue vie, à mon sens, ont à chaque fois bouclé le temps pour justement allonger leur destinée. Voilà un peu l'idée que je propose dans le livre. Et il y a aussi des iconographies issues de l'alchimie que j'ai remis dans le bouquin, où on voit justement la bitemporalité, on va dire, de ça. On voit vraiment des Ouroboros. Il y a une très, très belle image qui s'appelle Avec patience, comme Patientia, où on voit justement deux mains qui se serrent comme ça à travers un Ouroboros de fumée. Bah, ces deux mains, ce sont celles de la même personne, une dans le passé et une dans le futur qui viennent se joindre comme ça, avec patience. Bah, il faut le temps de faire la boucle. Voilà. Et tu écris aussi que l'art et l'alchimie reposent sur une imitation de la nature, c'est ça? Oui, bah, de toute façon, c'est ce que Paracelse s'appelait ça la lumière de la nature. Alors, la lumière de la nature, Jung disait que c'était l'inconscient collectif. Dans la forêt, tu as ces champs morphogénétiques, tu as cet esprit de la selva, de la forêt. Bah, tout ça, c'est la même chose, avec des mots complètement différents, si tu veux. Mais ce champ informationnel, il existe. Et la physique de l'information tend aussi aujourd'hui à aller vers la description de ce type de phénomène, bien sûr. Hmm. Alors là, on va
rentrer dans le sujet qui intéresse aussi beaucoup de monde, c'est l'épigénétique du futur. Donc c'est un mot que j'ai découvert dans votre livre. Et Romuald, tu dis qu'en posant une intention claire, on crée dans le futur un attracteur qui agit comme une force de protection. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, on a commencé à en parler tout à l'heure. Comment toi tu expliques ce mécanisme, puisque tu compares aussi cette influence à une épigénétique du futur, comme si nos intentions pouvaient moduler notre santé physique et psychologique. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Oui, bah en fait, sur l'épigénétique du futur, c'est une influence. L'épigénétique, c'est une influence, hein, c'est une influence environnementale sur l'organisme, sur le vivant. On l'a, si tu veux, euh, quand on pose une intention de créer un attracteur dans le futur, on va créer ce qu'on appelle on peut appeler ça même une cause finale, si tu veux. C'est-à-dire que tu vas poser dans le futur un attracteur, et puis ensuite tu vas guetter les signes, si tu veux, les redescentes, les traces du futur de cet attracteur, si tu veux. Il y a des exemples qui sont intéressants, comme quoi le vivant fonctionne comme ça et comment aussi on peut avoir une influence sur le vivant. Alors, je vais quand même revenir sur les ignames parce que justement, si on a un exemple concret, il y a une population en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc de l'autre côté de la planète, hein, qui s'appelle les Abelham et dont la culture euh, est basée sur faire pousser des ignames. Le summum de la société, c'est de devenir un maître de l'igname, c'est-à-dire celui qui va faire pousser la plus grosse des ignames. Alors, une igname, c'est à peu près une taille normale, c'est 90 centimètres, ça pèse une dizaine de kilos. Sauf que les maîtres de l'igname, les Adelam, ils font pousser des ignames qui peuvent faire 4 mètres de long pour un poids de 80 kilos. Et là, il n'y a rien en horticulture qui explique ça, même s'ils ont sélectionné au départ, par sélection artificielle, des variétés d'ignames qui sont un peu plus grandes que les autres. On parle d'ignames de 4 mètres, hein. Il y a d'ailleurs une photo dans le bouquin, et il continue, hein. Ça, c'est une tradition qui continue à exister. Comment ça se passe? Quand il va planter son igname, quelques jours après, ils sont préparés, hein, psychologiquement à ça, hein, ces gens, ils ont cette culture. Ils reçoivent un rêve, et ce rêve, c'est le moment où ils vont déterrer leur igname 9 mois après. Donc ils ont déjà fait le lien entre le cycle de la reproduction humaine et puis la croissance d'une igname au moment où on la sort de terre. C'est pour ça que dans leur culture, on dit que ce sont les ancêtres se réincarnent de façon végétale dans les ignames. Donc on les part avec des masques et tout, j'en ai ici, mais je ne peux pas vous les montrer, parce que sinon il faudrait que je me lève, j'aille les chercher. Mais ce qui se passe, c'est que 9 mois après, le maître de l'igname, quand il va déterrer son igname, elle correspond à celle de son rêve, en taille, en forme, et il reconnaît même le moment comme identique entre le moment du rêve qu'il a eu 6 mois avant et le moment 6 mois après dans le futur où il sort cette igname. Qu'est-ce qu'il fait? À ce moment-là, il constate que son igname, elle correspond à son rêve. Il rétroprojette l'information dans son inconscient qui va, par le biais du rêve, créer la modélisation, le scénario, le narratif, en fait, sous forme d'image de justement cette igname qui est là, qui est réellement là cette fois-ci. Et donc la boucle est bouclée. Mais là où c'est intéressant, c'est que cette influence épigénétique, qui est liée à une intention de départ, qui est celle d'avoir la plus grosse igname, par le biais du rêve et de la rétrocausalité, l'igname devient géante et devient euh, aussi grosse que le souhaitait au départ celui qui va devenir le maître de la wapi étant le nom vernaculaire de l'igname en Nouvelle-Guinée, et c'est le statut social le plus haut de cette société, en fait. Hmm. Merci Romuald pour ce partage. Et puisqu'on est dans les exemples, dans les cas, moi j'aimerais que vous me parliez du cas Elisabeth. Moi, il m'a complètement fasciné. Je pense que le public qui nous écoute va aussi être complètement fasciné par ce cas. Est-ce que l'un de vous peut nous en C'est parler, ça. s'il vous plaît? Oui, c'est moi qui ai trouvé ce cas. Juste un mot quand même sur la remarque très juste d'Emmanuel, hein, qui nous dit si le désir de longue vie est inconsciemment motivé par la peur de la mort, qu'est-ce qui se manifeste? Ça, c'est une bonne question parce que ça nous confronte à un paradoxe. Effectivement, il suffit pas juste de désirer la longue vie, pour créer un attracteur rétrocausal positif. En tout cas, je pense pas que ça soit si simple que ça, parce que si effectivement le moteur de ce désir de longue vie, c'est la peur de la mort, c'est la peur de la disparition, il se peut que ça annule en fait l'effet de l'intention.
Hein, tu vois, je trouve que la question est vraiment intéressante. Ça nous confronte à un paradoxe, hein. J'ai pas la réponse, bien sûr, évidente et facile à cette question-là, mais ça pose la question de la nature de nos intentions. Effectivement, si nous posons des intentions qui sont nourries par la peur, a priori, ou par la haine, ou par des choses très négatives, il est probable que le mécanisme ne fonctionne pas finalement. Et ça avait déjà été, on en avait déjà beaucoup parlé, je pense, au moment de se souvenir du futur, même de la physique de la conscience avec Philippe Guimand, hein, sur la nature des intentions liées aux émotions, liées à des émotions de joie, liées à des émotions positives, ressentir la joie notamment. Je pense que ça fait partie du processus, hein. Si on est dominé par ses peurs, ben, globalement, c'est l'objet de la peur qui est appelé à se manifester, Ben, c'est hein. justement le cas, il y a le cas Le Elisabeth cas répond Elisabeth aussi à Krohn est cette question. intéressant parce qu'Elisabeth Krohn, c'était Exactement. une jeune femme, donc jeune mariée, mère de deux petits-enfants à l'époque, une femme au foyer, mais qui avait fait des études de droit. Et elle se rend un jour à une cérémonie donc, en mémoire en- le premier anniversaire, je crois, des funérailles de son père ou son grand-père. Je crois que c'est son père. Elle est donc de culture juive, mais elle est non croyante, elle est agnostique, hein, et quand elle se rend à cette cérémonie, donc il y a un orage sur le parking et elle est foudroyée à cause de son parapluie. Au moment de sortir ses deux enfants de la voiture, elle prend la foudre parce qu'elle tient son parapluie il y a son alliance aussi, enfin tout ça, ça crée un courant qui fait qu'elle est foudroyée et Les donc elle se obsèques de son grand-père. Voilà. c'est son grand-père. Voilà. Et donc elle se retrouve allongée dans une flaque d'eau sur le parking, une flaque d'eau, une flaque d'huile. Et elle va faire une expérience de mort imminente très très belle dans laquelle justement elle retrouve son grand-père qui lui dit tout un tas de choses sur la sur la non-linéarité du temps. Euh, Elle reçoit des enseignements avec des marqueurs temporels, notamment le fait que George Bush, à l'époque, va être élu président de la République. On est à quelques semaines de l'élection, ce qui n'était pas forcément un résultat attendu. Et puis un autre marqueur temporel qui peut paraître complètement trivial, c'est que son équipe de football américain va être en finale du Super Bowl. Et donc, rétrospectivement, elle se rend compte que ces marqueurs-là lui ont permis de réactiver le souvenir de l'expérience de mort imminente, hein, notamment quand ces événements se sont produits. Elle s'est souvenue qu'elle avait eu ces prémonitions-là. Mais par la suite, elle va avoir plein de rêves prémonitoires et en fait, elle va se mettre à les noter de manière datée, justement, en s'envoyant à elle-même des emails pour pouvoir dater ces prémonitions. Et je commence le chapitre qui parle d'elle avec cette prémonition donc, qu'elle a, où elle se trouve en fait en Israël avec son deuxième mari, parce elle s'était séparée du premier mari suite à son EMI comme souvent malheureusement. Et donc en Israël, elle se rend compte elle sent qu'une prémonition va arriver, donc elle dit à son mari, je vais aller faire la sieste à l'hôtel, et parce qu'elle veut se trouver près de son ordinateur. Et là, elle fait un rêve effectivement dans lequel elle voit un avion qui a un problème, qui se pose en catastrophe sur l'eau et qui se retrouve à flotter sur l'eau avec des passagers qui sont sur les ailes de l'avion. Donc vous voyez à quel événement je fais référence. Et quand elle raconte ça à son mari, il lui dit, écoute, c'est impossible parce qu'un avion, ça ne flotte pas, tout simplement. Et donc le lendemain matin, en fait, ils sont en train de prendre le petit déjeuner dans l'hôtel, et là, son mari lui dit, regarde. Et donc il voit l'image de ce fameux vol, donc c'était, je sais plus quelle compagnie, qui au-dessus de New York a fait donc un amérissage ou je sais pas quoi. Il s'est posé sur la rivière Hudson. C'est le film Sully donc qui raconte ça, le film de Clint Eastwood, hein, qui est génial, hein, qui raconte très très bien l'histoire. Et donc cet avion, il s'est posé en catastrophe sur cette rivière et effectivement, il est resté à flotter pendant le temps, en tout cas, qu'on vienne secourir les passagers qui étaient donc debout sur les ailes et il n'y a pas eu de blessés finalement et ça a été un véritable miracle. On a appelé ça le miracle de l'Hudson. Et en fait, ce qui frappe Elisabeth Krohn, c'est qu'elle dit que l'image qu'elle voit à la télévision, c'est l'image de son rêve. C'est exactement sa vision qu'elle voit à la télé. Et ça fait écho à d'autres recherches, hein, notamment que j'avais déjà évoquées dans un autre livre, mais que je rappelle à nouveau dans ce chapitre-là, où en fait, on ne rêve pas de son futur, on ne rêve pas du futur, on ne rêve pas d'un événement futur, mais on rêve de son propre futur, sur sa propre ligne de temps. C'est-à-dire qu'on rêve de l'expérience que l'on va faire d'un événement donné et non pas de l'événement lui-même. Alors ça paraît subtil comme différence, mais il y a des chercheurs qui ont pu établir la différence parce qu'ils se sont aperçus que dans leur rêve, il y avait une erreur
il y avait une erreur d'interprétation ou une erreur de chiffre ou une erreur de données qui correspondait en fait au rêve qu'ils allaient faire et à l'interprétation qu'ils allaient faire de l'événement lui-même. Donc, en fait, en tout cas, en se trompant dans la lecture de l'événement, ça reproduisait l'erreur, ça ramenait l'erreur dans le rêve aussi. Donc, l'hypothèse la plus probable et qui est étayée par plein de recherches, c'est qu'on est sur sa propre ligne de temps et que l'on a une expérience de son passé et de son futur qui nous est unique, qui nous est singulière en fait. Et qu'on partage des choses bien sûr avec les autres, on a des futurs qui sont communs, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans certaines interprétations de la physique quantique aujourd'hui, il y a des chercheurs qui nous disent on est dans sa propre bulle spatio-temporelle. En fait, chacun est dans sa propre bulle que l'on partage avec d'autres lors de moments d'interaction. Hein, dans certaines interactions, on a la bulle qui fusionne avec celle de l'interlocuteur. Et dans des événements collectifs, peut-être qu'il y a une seule grande bulle qui se forme, hein, comme une grande bulle de savon. Mais ensuite, on revient dans sa bulle et on est sur sa propre ligne de temps. Et là, c'est intéressant parce que ça rejoint aussi les hypothèses qui nous disent qu'on peut bifurquer, qu'on peut changer de ligne de temps et que donc on peut changer de futur et faire venir à nous notre meilleur futur. Et Elisabeth Krohn, elle est un exemple de ça, parmi d'autres. Et en tout cas, dans les mots qu'elle utilise, elle dit bien que la vision de son rêve correspondait exactement à la vision qu'elle a eue de la connaissance de l'événement en question, quoi. Voilà. C'est intéressant cette histoire de bulle, puisque je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté pour ceux qui nous écoutent. Souvent, quand on est en lien avec une personne, on vit les mêmes synchronicités. On a l'impression d'avoir des lignes temporelles qui se croisent à un moment donné. Je ne sais pas si on peut dire ça, Romuald. Et Il y a des cas de c'est télépathie aussi, hein, tout ce qui est exactement, on a télépathie l'impression dans d'être le dans un film couple. de science-fiction parfois, tu vois. Et c'est vrai que cette histoire de bulle, elle est très intéressante. On le voit même dans le cadre des phénomènes un peu paranormaux qu'on va pas développer ce soir, Mhm, mhm. où les gens ont l'impression phénomène pas de contamination, mais d'intrication entre Mais les espaces-temps. il faut dire aujourd'hui que ce qui nous sert aussi, à nous, de point de départ très solide, très rationnel dans notre réflexion, hein, à Romuald et moi, c'est que la science aujourd'hui remet complètement en question l'existence du temps comme une donnée fondamentale de la réalité, en fait. Aujourd'hui, espace, temps, matière, énergie ne sont plus considérés comme des données fondamentales du monde, du réel, mais comme comme des caractéristiques émergentes à partir d'une réalité plus fondamentale, plus unifiée, et qui peut être, bien sûr, ensuite, si on veut, identifiée à une source spirituelle, etc. En tout cas, le temps lui-même est remis en question, et on a plein de travaux aujourd'hui, et j'en cite quelques-uns. On n'est pas rentré dans des détails techniques dans le livre, on a voulu rester simple, bien sûr, mais vous savez qu'il y a des travaux qui nous disent que le temps aurait trois dimensions, que le temps peut s'écouler dans le sens inverse de la flèche ordinaire du temps, et que le temps peut être réfléchi comme dans un miroir, etc. Donc ça, c'est des publications récentes dans des revues de physique aujourd'hui. Donc ça nous sert à nous, voilà, de dire que c'est complètement possible qu'on ait ces expériences où effectivement des informations remontent le temps, tout simplement. Hmm. Même si ça paraît extrêmement contre-intuitif, hein, parce que notre expérience ordinaire, elle est complètement liée à la flèche du temps, évidemment. Je n'oublierai jamais l'histoire qui vous a aussi lié avec Romuald par rapport au fameux scarabée que vous avez observé à distance, chacun de votre côté. Je ne sais plus si c'était vraiment ça, mais Si, dans ça ce c'était souvenir du futur. Dans ce ouais, souvenir c'était la synchronicité inaugurale de ce souvenir du incroyable, futur. incroyable. Romuald, tu souhaites compléter justement sur ce rôle des émotions qui font remonter l'information depuis le Ah oui, bien futur. sûr. Hmm. Là, si on prend le cas d'Elisabeth, qu'est-ce qui s'est passé quand elle constate en fait à la télévision qu'il y a exactement les mêmes images que son rêve? Qu'est-ce qui se passe? Elle renvoie cette image dans le rêve précédent. C'est la même histoire avec mon premier rêve prémonitoire avec Ernesto. Ernesto, il crée des rêves prémonitoires. Il me dit, tu veux que je t'apprenne à créer? Je dis, ouais. Ah, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je vais quand même la rappeler, c'est important. Et il me dit, ben, prends un motif de rêve et puis tu demandes ensuite à le voir dans la réalité sous un temps précis. Bah, moi, je me rappelle, une fois, j'avais rêvé d'un jaguar. J'étais en Amazonie, un jaguar avec des yeux rouges qui mettait sa patte sur un tas de pièces d'or. Je marque ça, je dis, tiens, je veux voir ça. Je crois que j'avais mis 3 semaines. Et je n'ai pas vu le jaguar dans la forêt, mais le hasard faisant bien les choses, j'ai dû sortir de la forêt pour retourner à Pucallpa, qui était une zone urbaine. Et là, j'étais dans un motocarros, donc une sorte de rickshaw, là. J'étais à l'arrière et je passe au coin d'une rue et je vois une énorme pancarte pour une banque péruvienne amazonienne avec mon jaguar, le même que dans mon rêve, le jaguar avec les yeux rouges et la patte sur un tas de pièces d'or. Bah oui, c'était une pub pour une banque. Donc forcément, j'ai repensé à mon rêve, j'ai même eu un sentiment de joie, tu vois, j'ai rigolé dans le motocarros, il a dû se dire, il est dingue ce gars-là, et j'ai repensé immédiatement à mon rêve. Quand j'ai raconté ça à Ernesto, il me dit, mais quand tu as repensé ça à ton rêve, tu as renvoyé l'image du jaguar de l'affiche 15 jours en arrière dans ton rêve.
Voilà. Mm. Et l'émotion est très importante. Et pourquoi souvent les rêves prémonitoires sont des rêves prémonitoires négatifs? Ils annoncent une catastrophe, un malheur, un décès, un machin. Mais parce que vous êtes au niveau émotionnel très très impacté. Donc forcément, vous êtes choqué, il y a même une notion de choc et vous renvoyez cette information. Le plus dur étant d'arriver à faire des rêves prémonitoires joyeux. Voilà. Il y a tout un travail à faire sur l'émotionnel hein, quand on pratique aussi la rétrocausalité ou la rétrocausalité dans le cadre de créer des rêves prémonitoires. Voilà, c'est quelque chose qui. Mais en tout cas, ma façon de voir les choses, ce que j'expérimente depuis maintenant plus de 10 ans, l'expérience d'Elisabeth, pour moi, elle est limpide. Je l'explique de façon très claire. Quoi. Mm. Bah, tu réponds aussi en partie à ma question suivante que je posais à propos de certains qui disent justement que les rêves prémonitoires ne sont que des coïncidences. Et donc, je vais te poser la question de savoir qu'est-ce qui distinguait un vrai cas d'un simple hasard. Et dans ce livre, je vois à un moment donné que vous réhabilitez aussi cette notion de hasard, de coïncidence, que c'est OK en fait de parler de ça. Je Mais sais bien plus, c'est sûr, mais l'un de vous qui en parle, cette notion de hasard, parce que souvent on dit ouais, mais il n'y a pas de hasard. non, c'est moi, ouais, c'est moi qui dis ça. Voilà. Je dis en fait, il y a plein d'idées reçues comme ça hein, dans le bouquin qu'on essaie de montrer sous un autre angle. On dit il n'y a pas de hasard, mais bon Dieu si qu'il y a du hasard. Heureusement, parce Heureusement, de que l'aléatoire, c'est de ouais, il l'aléatoire. faut qu'il y ait l'aléatoire, parce que ce hasard, cet aléatoire, il est le support justement de la conscience qui passe par le futur. Donc, on a besoin de cet aléatoire. On a besoin d'avoir quelque chose qui est aléatoire et qui est agi depuis le futur, si tu veux. Mais ça Hmm. vient aussi d'un problème, d'un bug dans la matrice chez nous, euh, culturel. Le hasard, c'est un phénomène nouveau dans la pensée occidentale. Parce qu'avant le Moyen-Âge, le hasard ne pouvait pas exister. Tout avait été conçu et prédéterminé dans l'esprit de Dieu. Et donc, il n'y a pas de place au hasard. C'est les chevaliers croisés qui vont découvrir des musulmans, en fait, en train de jouer au jeu de dés. Oui, Ils vont se j'en dire, parle de mais cette anecdote. c'est Hmm. quoi ce délire? Et eux, ils expliquent que voilà, ils utilisent le hasard. Alors, c'est pas le hasard, parce que ça s'est appelé hasard parce que ça a été découvert dans le château d'El Hazard. Voilà. Mais le jeu de dés, pour les chamoines qui étaient là et qui ont vu ça, ça a été un choc, un traumatisme psychologique, parce que ça voulait dire que ces joueurs de dés ne pouvait pas exister, puisque le hasard ne pouvait pas exister dans la pensée d'un dieu omniscient, si tu veux, qui avait créé et prédéterminé tout l'univers. Donc, on a toujours eu une connotation un peu négative du hasard dans notre société. Et par contre, en Chine, par exemple, où il est vraiment une qualité du réel avec laquelle il faut jouer, on sait par exemple que les Chinois ont élaboré très tôt un oracle extraordinaire qu'on appelle le Yi Jing. Hmm. Euh, mais là, le symbole du hasard, chez eux, c'est un petit oiseau, le loriot jaune, qui semble se poser n'importe où. Mais il se pose n'importe où, mais avec beaucoup de justesse, au bon moment, au bon endroit. Et là, on rejoint justement les notions de kéros, le moment du bon agir au bon moment. Et donc, il y a toute une notion du hasard qui fait qu'on a toute une notion de l'action qui est complètement différente que celle qu'on a en Occident. Hmm. Oui, J'aime bien. et le hasard juste pour compléter, c'est très culturel, hein, et Einstein disait que le hasard, c'était Dieu qui passait incognito. Dans certaines cultures, effectivement, on considère que tout est organisé, voulu par Dieu, mais le hasard, aujourd'hui, c'est une notion aussi fondamentale au cœur de la physique quantique, et on parle d'un hasard vrai parce que c'est ce qui permet la création de nouveaux, en fait. Le fait qu'il y ait du hasard nous permet à nous aussi d'être co-créateurs de notre réalité, hein, à partir de ce magma de possibilités, quoi. Donc c'est une notion qui est complètement importante. Après, on va lui attribuer du sens ou pas. Dans le Yiking, effectivement, toutes les combinaisons vont avoir du sens, vont avoir une lecture, mais c'est par hasard que ces formes-là sortent. Donc c'est une lecture à chaque fois avec une grille différentes. Mais voilà, c'est une notion qui permet en tout cas de valider la notion d'un libre arbitre et de notre créativité en fait en tant qu'individu. J'aime beaucoup cette image que tu utilises, Romuald, où tu dis que tu donnes l'image du train qui roule au hasard vers une destination inconnue et des synchronicités qui servent d'aiguillage pour choisir la bonne voie. Donc c'est comme ça que Ah tu... oui, Hmm. parce qu'en fait, quand on vit nos vies euh, avec un hasard qui n'est pas conscientisé, bah, c'est un hasard. Voilà, c'est-à-dire que là, ton train, bah, il va un peu, il suit des routes qui sont pas forcément des routes qui peuvent être positives pour toi. Ça peut être des routes qui mènent à un bouchon, un embouteillage, ou une route qui va pire sur un accident, ou sur une voie sans issue. Donc, si tu veux,
on vit, la plupart de nous vit un hasard qui est un hasard subi, en fait, qui est souvent le hasard des autres. Alors que quand on commence à tisser avec les synchronicités et les intentions posées dans le futur, on commence à tricoter avec l'espace-temps, on boucle. Et à partir du moment où on tricote cet espace-temps, on n'est plus dans un hasard subi, on est dans un hasard conscientisé qui est en accord, en fait, en résonance, parce que j'aime pas du tout la notion de contrôle, mais qui est en résonance avec les processus même qui sont redondants à l'intérieur de notre organisme vivant et qui sont pour moi le processus de la vie. Dans le secret de la vie, on parle aussi pas mal de biologie et on essaie de montrer qu'au final, on pense que la vie, on cherche toujours une origine dans le passé. Pour moi, la vie s'articule entre le futur, dans son mode d'existence émergent, entre le futur et le passé. Il y a toujours eu un phénomène de bouclage, hein, un phénomène de catalyse comme ça, de rétroaction positive. Mais il n'est pas que dans le présent, il est distribué sur un temps déployé entre un moment passé et un moment futur. Voilà. Pour moi, le secret de la vie, c'est ça, c'est cette boucle en fait de rétroaction qui est le symbole de l'Ouroboros et qu'on n'a pas arrêté de montrer dans le livre justement sous forme d'exemples, que ce soit par les rêves, que ce soit par les synchronicités, que ce soit par même des mécanismes de l'évolution dont on parle à un moment dans le livre même. Et tu vois, c'est un grand sujet aussi. Moi, je vois ça avec beaucoup de gens que j'ai en séance. C'est comment reconnaître une vraie synchronicité d'un tournant de vie, quoi. Un clin d'œil, une petite synchronicité, on va dire, ou parfois ce ne sont pas des synchronicités, disons les choses, hein. Les gens parfois voient des synchronicités un peu partout. Et vraiment le grand tournant de vie, tu vois. Et moi, je dis souvent qu'on le ressent dans le corps. Mais Et bien le sûr, corps aussi est important. bien sûr. On ne sait C'est pas par si le tu... corps qu'on reçoit d'abord l'information, hein. Ça me paraît évident. On me demande des fois, est-ce que c'est une vraie synchronicité? Je dis toujours, une synchronicité, ça doit vous surprendre. Si vous êtes dans un état un petit peu attentif, que vous avez tiré au hasard, par exemple, je sais pas moi, l'image d'une baleine, et puis que de façon, vous vous dites, bon, j'ai une baleine à voir, mais vous êtes un petit peu dans la focalisation, vous êtes dans la surattention, vous cherchez même de façon inconsciente à avoir une baleine, vous allez avoir une baleine. Ça doit vous surprendre, ça doit se produire quand vous vous y attendez plus du tout, quand le lâcher-prise est total. Et souvent, il y a un surcroît d'informations par rapport à la demande ou par rapport à l'intention qui a été posée. Mais c'est dans le corps que ça passe, bien évidemment. On a fait des expériences, parce que moi j'ai travaillé aussi avec une équipe de remote viewing, c'est-à-dire sur la vision à distance. Et on s'est rendu compte c'est plus facile pour nous de nous transmettre de l'information du futur, par exemple, en passant par un stimuli cutané avec des sensations thermiques, soit du chaud, soit du froid pour oui ou pour non du chaud et du froid. Mais je peux te dire qu'on arrive à ressentir dans le passé, l'expérienceur, il ressent des sensations de froid. Et quand on lui montre ensuite la cible et qu'on l'associe en lui faisant plonger dans le futur une main dans l'eau glacée, le signal, il boucle, hein, sans aucun problème. Donc le corps est déjà câblé pour recevoir dans l'information du futur. Et d'ailleurs, avant de monter à la conscience, je pense que ça passe d'abord par le corps. Une Exactement. synchronicité, le corps la vit avant qu'elle monte au mental et à la conscience. Sachant qu'il y a synchronicité, si je peux me permettre, et aussi les résistances du futur, qui sont les projections de nos peurs. Si on n'ose pas prendre une voie parce qu'on a peur, par exemple, d'être à la rue, il y a de grandes chances, j'ai déjà vu ce cas et ça m'a complètement ébahi, bah, la personne, pour la première fois, tombe sur un SDF qui lui dit, bah, gardez bien votre travail. La personne m'appelle, elle me dit, mais ça veut dire quoi? Bah, pour moi, c'est une résistance de l'ancien futur. Voilà. Qui joue Oui, on avec peut tes voir parts ça comme ça, d'ombre, parce avec que tes peurs, etc. Tu vois? Donc, je sais pas si, voilà, oui, c'est... parce qu'il faut Mais comprendre que les futurs, ils sont sous forme de superposition d'états quantiques, si tu veux. C'est-à-dire ils ne sont que potentiels. Et seuls certains futurs vont devenir une réalité. Tu vois, donc du potentiel, il faut arriver à les densifier et à les faire descendre dans une réalité qui va devenir un futur présent, objectif, vivant, si tu veux. Mais tout le travail de densifier, de faire descendre, de densification, c'est un travail de conscience, bien évidemment. Et donc, il peut y avoir à un moment des trucs, des informations qui sont liées à des lignes de bifurcation qu'on a du mal justement à prendre, bien sûr. la synchronicité, qui est une véritable guidance, elle va avoir aussi des répliques, en quelque sorte, hein. Elle va se reproduire sous une autre forme. En tout cas, il faut que le message passe. Si le message n'est pas reçu une première fois, il va revenir sous une autre forme. C'est Ça, ça. c'est aussi un signe, hein. Des cascades de synchronicité. Oui, Ouais. Et exact. bon, pour rappeler, hein, ça paraît évident pour certains qui nous écoutent, puisque vous en avez largement parlé dans ce souvenir du futur, on a plusieurs futurs potentiels
mais un futur déjà réalisé. En Et si partie. on souhaite changer de futur, on peut densifier un nouveau futur. Et au moment où on bascule, on a des cascades de synchronicité qui nous disent, bah voilà, tu es sur la bonne voie et il faut derrière un acte de foi pour prendre les bonnes décisions, pour basculer vers cet autre futur. Et c'est valable aussi pour la maladie. Parfois, on n'est pas là pour vendre du rêve aux gens voilà, qui souffrent de certaines maladies. Mais il y a eu des cas aussi de rémission. Vous en parlez dans votre livre, Ce souvenir du futur, avec Anita Morjani, etc. Donc je le rappelle pour ceux voilà, qui n'ont pas lu en tout cas votre premier ouvrage. Oui, bien sûr. Maintenant, mais de toute façon, euh, moi, j'ai mes convictions par rapport à la rétrocausalité et son action sur le vivant, donc sur le soin, sur le bien-être. Mais on a besoin aussi de prouver avec des expériences de grande échelle cette influence-là. Parce que moi, j'ai une certaine éthique et je ne veux pas non plus être un marchand de rêve. Hein, je ne l'ai jamais été. Moi, mon but, c'est d'avoir quand même une démarche scientifique, d'essayer de prouver les choses ou à contrario de les infirmer. Mais voilà, bon, moi, j'ai quand même mes expériences depuis plus de 20 ans qui me donnent et qui m'ont d'ailleurs poussé à écrire ce livre aussi, si tu veux. Sinon, je ne l'aurais pas écrit si j'avais pas déjà un certain nombre d'éléments. Mais je pense qu'il faut qu'on aille dans des protocoles beaucoup plus aboutis aussi pour ne pas être des marchands d'illusions ou des Bien marchands de sûr, rêves. bien Un vrai sûr. scientifique, il doit avoir une éthique. S'il n'a pas d'éthique, après, ben, on est des charlatans. J'ai pas envie. Bien sûr, bien sûr. Et n'oublions pas également, puisque je me mets un peu à la place de ceux qui nous écoutent, certains nous disent, ben, pourquoi pas aller le faire en direct, en laboratoire, et on se rend compte à quel point, et Sylvie Dettiolia en parle aussi dans son ouvrage Connexion de mémoire, où parfois l'observateur peut faire capoter l'expérience. Carrément, il ne faut pas d'observateur. Exactement. Et c'est super important à prendre en compte. Souvent, on ne se rend pas compte que, Bien sûr. voilà. On a des mythes d'ailleurs qui rejoignent tout ça. Il y a l'avant-dernier chapitre qui s'appelle L'ultime secret. Et il fait référence aussi à un mythe qui s'appelle les sept dormeurs d'Éphèse. Il est très intéressant parce que c'est une métaphore, mais il nous montre bien quand même qu'il y a quelque chose à creuser par rapport au fait d'encapsuler quelque chose hors, et qui devient du coup hors du temps, parce que non observé. C'est l'histoire de sept premiers, des pré-chrétiens, des premiers chrétiens, qui sont poursuivis par un empereur romain qui veut les faire massacrer. Et donc, ils se cachent dans une grotte, ils s'enferment dans une grotte. Ils vont y rester pendant 300 ans. Mais pour eux, il s'est passé qu'une nuit ou deux, tu vois. Ils s'endorment. Il s'est même passé qu'une nuit, en fait, pour eux. Et puis la pierre s'ouvre, ils sortent de la grotte, il s'est passé 300 ans. Eux, ils sont en pleine forme. Et il y en a un qui sort et qui va, par contre, en ville. Et il se rend compte que là, maintenant, les chrétiens sont acceptés, c'est même devenu une religion. Et ils meurent. Et ils meurent tous, en fait. Parce qu'ils ont été observés par les Hmm. autres d'une autre époque différente. Et ça nous fait penser vraiment aussi à l'observation quantique, à la décohérence. Et il y a une métaphore, il y a une parabole, mais nous, on l'a creusé dans le bouquin. Et moi, je me suis dit, mais si à un moment, on met à l'abri des regards un dispositif aléatoire sensible à la rétrocausalité et que on attribue ce dispositif à quelqu'un qui le regarde dans le futur, pour moi, il se crée une interaction indestructible entre ce dispositif qui est dans le passé et cette personne dans le futur. Voilà. Et bien, cette expérience, elle existe, figure-toi. Elle a été réalisée. Elle a été réalisée par René Péoc au début des années 2000. Il a créé, à l'abri des regards, un petit robot qui se déplaçait par un générateur de nombres aléatoires. Ces déplacements-là, ils étaient vus de personne. Ils étaient filmés et ils étaient vus de personne. 6 mois plus tard, on a attribué ce fichier vidéo à une personne. On lui a dit, voilà, vous allez voir les déplacements d'un petit robot. Maintenant, vous allez faire des choix. Vous allez essayer d'influencer les déplacements de ce petit robot. Eh bien, Avant de regarder le résultat. avant de regarder le résultat, donc ils ont fait un choix dans le futur et ensuite ils ont regardé ce fichier qui a été enregistré 6 mois avant. Eh bien, quasiment tout le temps, euh, et statistiquement clairement vérifié, cette influence du choix et de l'observation de l'observateur dans le futur a agi clairement sur le dispositif dans le passé. Donc cette expérience, elle existe. Mais c'est comme les traces du futur dont je parlais au début de cette émission, là où c'est vertigineux, c'est que pour moi, si le dispositif, il est agi dans le passé et qu'il est attribué à quelqu'un dans le passé, et que par exemple, il va le regarder dans 2 ans, ben, s'il a agi dans le passé, c'est que dans 2 ans, la personne est au rendez-vous et qu'elle est dans le futur. Et donc, entre les deux moments où le mécanisme est actionné par la rétrocausalité
par l'observation du futur et les choix de l'expérienceur dans le futur dans 2 ans, pour moi, entre là et là, forcément, la personne est obligée d'être au rendez-vous. Et là, pour moi, il y a une influence épigénétique qui peut agir sur le soin, la santé, les accidents et créer possiblement une assurance vie. C'est une expérience que j'essaye de prouver. Et pour ça, je bosse depuis plus d'un an et demi. J'ai créé ce qu'on appelle des capsules temporelles à observation différée. Métaphoriquement, j'ai appelé ça l'ange gardien parce que c'est censé pouvoir protéger les gens. Mais il faut le prouver. Je ne dis pas que ça fonctionne. Je dis il faut qu'on essaye de le prouver. Donc, j'ai créé ça. J'ai créé une plateforme. Il y a un lien à la fin du bouquin. Mais je pense que voilà, il faut absolument qu'on arrive à prouver ça. Et pour ça, il faut un peu de data. Donc l'idée, c'est de une personne a une capsule. Tous les 6 mois, elle va nous renvoyer un questionnaire sur qu'est-ce qui a changé dans sa vie, est-ce que ses projets aboutissent, est-ce que c'est plus fluide, est-ce qu'elle sent des changements de ligne temporelle, est-ce qu'elle va mieux au niveau santé, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle a moins d'accidents, est-ce qu'elle a moins de trucs. Voilà. Ça, c'est super intéressant parce que sur un certain panel de personnes, ça peut donner du data significatif. Voilà. Donc j'essaye de créer ça. Après, je pense vraiment que on est dans une ère en fait où on a besoin d'ambition morale. Et ça, c'est un outil. S'il s'avérait fonctionner, ça peut vraiment changer le monde, hein, à multiples niveaux. Et je pense qu'on a besoin collectivement de s'engager dans ces démarches-là avec des projets qui peuvent paraître fous, mais on a besoin de ça aujourd'hui. Parce que si on n'est que quelques-uns à avoir des idées comme ça, des trucs, des protocoles, des machins, il faut vraiment qu'à un moment, on s'y mette tous. Je suis en train de lire un bouquin fascinant. Voilà, ça s'appelle, je fais même de la pub pour les autres, ça s'appelle L'ambition morale de Roger Brigman. C'est un super bouquin parce que ça montre en fait que c'est à la société civile, c'est à monsieur et madame tout le monde de se bouger à un moment et de s'investir dans des trucs complètement fous pour changer ce monde et pas le laisser à la merci de toujours les mêmes avec les grandes dents là. Tu réponds à la question de Stéphanie, hein, et j'allais dire, ça fait référence aussi à ce dont on va parler la semaine prochaine, si je ne m'abuse, avec notre ami Jean-Pierre Gou. Hein, Exactement, excellent interview. sa révolution bleue, c'est Mm, ça, c'est de faire passer l'intention du niveau individuel au niveau collectif. Après, il y mm, a certainement un effet de masse critique, on va dire. bien sûr. Mais bien sûr, il faut essayer d'avoir cette vision collective et nous sortir de ce marasme, et de pas laisser le terrain libre à ceux qui se nourrissent de haine avant tout et qui répandent avant tout la haine. Hmm. Et donc j'ai mis le lien sur le lien du site de Romuald, guardianangelexperience.com, que vous pouvez aller voir. Il est sur le chat. Romuald, je voulais revenir moi sur quelque chose que tu as dit dans le livre et tu parles tu conseilles de créer une synchronicité par mois. Ouais. Pourquoi? Ben parce que c'est une synchronicité d'entretien, c'est une synchronicité hygiénique, on va dire, par rapport à une influence épigénétique. C'est-à-dire que à chaque fois que tu crées une synchronicité tous les mois, bah, tu vas d'abord tirer tes petits éléments, tu as ton attention, tu dis je veux la voir sous 15 jours ou 3 semaines, paf, tu as ta synchronicité. Ok, Chaque fois, d'accord. tu tricotes. Tes muscles sont... ok. Ta muscle, mais tu tricotes, tu avances sur le temps surtout, tu vois. Hmm. Tu boucles ta ligne de temps en conscience. Et ces informations de bouclage, ces synchronicités, elles vont pas juste apparaître, elles donnent aussi une matière symbolique pour travailler sa conscience, Ok. pour la bosser, pour essayer J'aime pas les mots évoluer, j'aime pas ces concepts qui pourraient penser que certains sont au-dessus des autres. Moi, je préfère penser que travailler sa conscience, c'est aussi d'abord pour le collectif. Hmm. Pas rentrer dans l'ego spirituel, c'est travailler Ouais, ses faut pas. outils. Si à un moment on s'éveille un peu, notre devoir à chacun, c'est d'éveiller celui qui ne s'est pas éveillé. Voilà. Et pas Hmm. de dire, ouais, les autres, c'est des connards, c'est des moutons. Devenir une autre version de nous-mêmes. Voilà. C'est notre devoir à nous d'aider les autres à s'éveiller si on s'éveille un peu. Mais de Hmm. pas dire, voilà, Pas tout ramener comme ça, voilà. ouais, c'est des moutons, Dis tant pis pour ça. eux. Ah non, 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 c'est pas possible. On est des êtres humains et si on veut faire évoluer ce monde, bah, plus de gens s'éveilleront et plus on arrivera à contrebalancer avec toute cette obscurité, cette bêtise ambiance, cette ignorance, voilà, qui nous amène et qu'on a chez nos gouvernants. Voilà. Bah, désolé de terminer avec cette question qui me vient comme ça et qu'on doit te poser souvent. Bon sang, bonsoir Romuald, pourquoi on n'est pas capable de gagner au loto grâce à la rétrocausalité, quoi? Parce qu'il y a trop de gens qui regardent. Il y a trop de gens qui regardent. Alors raconte un petit peu. Mais je l'ai déjà expliqué dans ce Oui, je souvenir sais, de mais c'est en fait. toujours C'est toujours bien parce de le qu'en rappeler. fait,
les résultats du loto, ils sont constatés par des milliers de personnes qui bien souvent y perdent en plus. Donc, mais par contre, ceux qui gagnent, des fois, ils gagnent une deuxième fois. Pourquoi? Parce que leur histoire est tellement invraisemblable qu'elle est médiatisée. Et en étant médiatisée, bah, elle refait le tour du circuit et ça les aide à gagner une deuxième fois. Ça réagit sur l'aléatoire cette fois-ci du coup. Mais j'ai aussi fait des expériences de vision à distance, de remote viewing, savoir si on pouvait essayer en fait de faire ça. Mais l'argent, en fait, c'est un vice aussi, tu vois. Il y a quand même quelque chose. Exactement. Et dans les expériences qu'on faisait, il y a des gens, ils étaient tellement sûrs de gagner qu'ils commençaient à déjà acheter des trucs et qu'ils n'avaient pas encore gagné, tu vois, l'euro million. Donc j'ai dit stop, au secours. Donc, mais en fait, c'est très compliqué parce que la rétrocausalité est faite que dans les sessions de vision à distance, il va y avoir quelqu'un qui fait une session. Il va essayer de découvrir une cible. Pour les Hmm. histoires de loto, on n'est pas capable de capter des chiffres. Donc, à chaque chiffre, on associe une image. Par exemple, pour les dizaines, ça va être des animaux. Pour les vingtaines, ça va être que des monuments historiques. Pour les trentaines, ça va être que des paysages naturels, par exemple. Mais tous très différents, de façon à être bien identifiés. Donc, des fois, on avait des résultats incroyables. Par exemple, une fois, ils avaient tous vu le radeau des cimes. Donc il y avait consensus. Donc je me suis dit, bah, c'est sûr, là, ça va sortir dans la réalité. Forcément, ça va correspondre au tirage. Bah non. Mais comme je suis obligé de faire un feedback, c'est-à-dire de leur montrer les cibles sur lesquelles ils ont travaillé, bah, Hmm. C'est le j'ai feedback, le problème, été effectivement. obligé de leur montrer le radeau des C'est cimes. Et ça, comme je leur ai exactement. montré le radeau des cimes qui ne collait pas en fait avec le vrai Hmm. tirage réel, eh ben, Je projette le. Ouais. toute la boucle, si tu veux, était cohérente, était logique, mais elle ne correspondait pas à la réalité. Donc il y a deux paramètres. L'observation collective qui vient biaiser en fait la possibilité d'agir dessus. Et puis quand on veut essayer d'aller le voir dans le futur, eh ben, il y a cette obligation de la rétrocausalité en fait de renvoyer une information et souvent elle ne correspond pas à la réalité. Hmm. Exactement. Ouais, Najib, il y a une anecdote là-dessus. Enfin, les cas de gens qui ont vu des gains à des jeux dans des rêves ou des choses comme ça, je crois que c'est rarissime, hein. Il y en a, mais en tout cas, sur le terrain de la recherche, tu avais les chercheurs en parapsychologie, vision à distance, Harold Puthoff et Russell Targ. Ils avaient Hmm. fait des expériences sur les cours de bourse avec une équipe de viewers, hein, et ils avaient eu des résultats hyper intéressants. Dans un premier temps, ils avaient gagné de l'argent, hein. Et justement, ils se sont mis à devenir avides, si tu veux. Ils ont voulu aller plus loin, gagner plus, tu vois. Et là, ça n'a plus marché parce que du coup, c'était pollué par des envies, voilà, de s'enrichir, par des valeurs qui correspondaient peut-être pas avec une éthique qui doit faire partie aussi du processus d'une certaine De la manière. Terre aussi, des processus de la Terre. Bien sûr. Voilà, c'est ça qui est important. Et de pas toi qui es bien placé avec Native aussi, puisque tu es aussi le rédacteur en chef de la revue Native Mm. consacrée au peuple racine. Mhm. Et il faut que ça rentre aussi dans le schéma de la Terre, la ligne temporelle de la Terre. D'une Euh, certaine manière, tout ça, il faut que ça soit en voilà. cohérence, ouais, bien Et sûr. moi, ça me rappelle un Mm. petit peu aussi ce phénomène en parlant de médiatisation, Romuald, à quel point il est important aussi de médiatiser les belles choses, les miracles, les maladies qu'on peut guérir aussi, qui guérissent, et qu'on médiatise pas tout le temps, que ce soit les maladies neurologiques. Et ça, notre ami Antoine Sénanque en parle beaucoup aussi dans ses livres. Et c'est important, puisqu'aujourd'hui, on allume la télévision, on va sur les réseaux sociaux, et on est tous un peu contaminés par ces putaclics, si je puis dire. Je pense que ça n'arrange pas les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu l'ennemi, moi-même, hein, de notre quotidien, puisque ça nous entraîne vers du buzz, des choses qui ne rentrent pas forcément dans la ligne temporelle de la Terre, ni celle du miracle propice. En tout cas, c'est pas forcément propice au miracle. Et pour moi, la médiatisation, elle est importante. Et aujourd'hui, on baigne dans ces réseaux sociaux qui sont des algorithmes qui nous influencent par rapport aussi à nous, ce qu'on aime. Et je pense qu'il y a quelque chose à creuser aussi là-dessus. Pour moi, là, peut-être votre prochain livre, hein, c'est autour de la médiatisation. Voilà. Mm. Des faits, des miracles, des choses comme ça. Bon. Ouais, mais bien sûr, mais clairement, on médiatise dans notre société des choses atroces, des crimes, des machins, des trucs, alors qu'il se passe aussi plein de choses Bien magnifiques. sûr. Et ça peut nous influencer. Plus c'est médiatisé, plus les choses positives Bien sont sûr. médiatisées, et moins on sera là à galérer peut-être à obtenir Mais certaines choses qui. les réseaux sociaux, il y a aussi, c'est un outil de manipulation aussi, Bien des sûr, masses, bien sûr. clairement, hein, de contrôle. Donc, c'est compliqué parce qu'à la fois, ça peut être un super outil, mais c'est comme je dis, avec toute technologie, qui est derrière l'écran, quoi.
Si tu es quelqu'un qui a envie de faire des choses pour les autres un peu positives, bah, ça peut être un super outil. Si tu es un salopard, bah, ça va pas être bien ce que tu vas faire avec. Hmm. Moi, je préfère renvoyer toujours l'être humain à lui-même aussi, hein. Ça, c'est important que Oui. de le défausser sur tel truc ou tel truc. Mais c'est vrai que si on était capable de médiatiser bah, des rémissions de maladies, des choses comme ça, peut-être que ça pourrait aider, ouais, certainement. Hmm. Force du collectif. Mm. En tout cas, voilà, Le secret de la vie, c'est un super livre et je ne le dis pas parce que ce sont mes amis. Un peu Vraiment, quand même. mais c'est un livre, c'est un livre à lire et à relire. C'est un livre de chevet. Et je vous avoue que je suis très difficile, hein, et tout ce qu'on voit passer, nous, aujourd'hui, avec Vertical Project, on a beaucoup de livres autour de ces sujets-là. Mais c'est une véritable pépite et je vous encourage tous à, voilà, à aller y jeter un œil. Le secret de la vie, rétrocausalité, synchronicité, alchimie. Beaucoup de sujets. C'est pas en le lisant une fois que vous allez avoir la révélation. C'est en le relisant, en revenant sur ça. Et moi-même, en le lisant ce week-end, je vous ai d'ailleurs envoyé un message, j'ai vécu des rêves un peu étranges. C'est aussi un livre synchronistique, si je puis dire. Voilà. Est-ce que Ouais, vous avez un message de fin, Romuald et Jocelyn, à transmettre à ceux qui nous écoutent, à celles et ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce Jocelyn, que tu vous veux avez envie de commencer? dire comme ça? Je veux bien commencer parce que c'est vrai que j'ai commencé à parler de la médecine régénérative tout à l'heure, ce qu'on appelle les gérosciences et tout ça, et j'ai pas parlé de ce qui existe en parallèle de ça, qui est le transhumanisme. Et donc on consacre aussi un chapitre à ça, évidemment, parce que c'est hyper important. La technologie, elle permet de faire des choses très bien, très positives, hein, notamment pallier des handicaps, des choses comme ça. Mais il y a aussi cette idée de justement prolonger l'être humain, l'augmenter, hein, à la façon justement c'est le fantasme des grands géants de la tech en Californie notamment, pour en faire un homme toujours plus performant, pour nourrir toujours plus la machine finalement capitaliste, mécaniste qui détruit, qui mange la terre, qui mange les ressources. Donc ça, c'est la forme moderne que prend la quête d'immortalité aujourd'hui. C'est le nouveau mythe, mais le transhumanisme est aussi un mythe. Non pas au sens où c'est nécessairement tout est faux dedans, mais c'est quelque chose qui se nourrit de fantasmes. Et croire, par exemple, qu'on va pouvoir transférer la conscience dans des machines d'ici 10 ans, 20 ans ou 30 ans, comme nous le répètent tout un tas de gens depuis, enfin, un certain nombre de gens depuis plusieurs décennies, ça reste du domaine du fantasme. Et en tout cas, donc, on a consacré aussi un chapitre à ça. On est très critique là-dessus, mais voilà, ça fait partie aussi de la réflexion. On ne peut pas ignorer qu'il y a ce développement-là, d'autant plus que cette voie-là technoscientifique, elle est aussi en train de converger plus ou moins avec la voie des sciences de la médecine, de la régénération, etc. Donc, hein, l'informatique quantique, la robotique, tout ça, c'est des choses qui fusionnent aussi avec la biologie, avec la physique. Donc, il faut être très attentif à tous ces développements-là et ne pas céder aussi aux promesses des gens qui nous disent demain, voilà, on va transférer votre conscience dans une machine et vous allez vivre éternellement dans une machine. Je vois pas trop l'intérêt, quoi. Merci, Jocelyn. Romuald. Ouais, bah écoute, je peux finir comme j'ai fini le bouquin. En fin de compte, je me suis posé la question de se dire, parce que j'aime bien me poser les bonnes questions, tu vois, et je me dis, bah, c'est bien de vivre peut-être longtemps, si un jour on nous fait vivre 200, 300 ans, mais ça vaut le coup. Quel intérêt? Et donc, je me suis vraiment bousculé à imaginer qu'est-ce que ça serait de vivre comme ça. Et je suis pas du tout tombé dans le côté négatif. En se disant, oui, mais à quoi bon vivre 200 ans si c'est pour être des vieillards, machin comme ça? Mais bien sûr que non, ce serait vivre en bonne santé. Et donc, du coup, avec des êtres qui pourraient choisir leur départ, c'est-à-dire aussi choisir leur mort, avoir une longévité, avoir une certaine forme de réincarnation somatique, c'est-à-dire dans le même corps, qui pourrait d'ailleurs aussi se transformer, mais de se transformer leur moi comme ces premiers ancêtres originaux, de transformer leur moi, c'est-à-dire d'avoir plusieurs vies dans une vie, en fait, hein. C'est-à-dire l'équivalent de la réincarnation, mais dans un corps physique. C'est-à-dire se transformer vraiment, plutôt que de rester dans un moi figé qui a peur de son devenir, d'avoir peur de mourir, d'avoir un moi qui soit capable de transformation et d'abandonner, de lâcher toutes ces peurs-là. Et j'en suis arrivé à la conclusion du bouquin à décrire euh,
je peux pas vous le dire. Le mieux, c'est quand même que vous jetiez un œil sur ça parce que ce serait trop long de rentrer dans la description de ça. Mais ça rejoint un petit peu. Il y a déjà des modèles fictionnels. Tu vois un petit peu les elfes chez Tolkien. Tu vois de Mm. ces êtres qui sont pleins de sagesse, qui sont immortels s'ils n'ont pas d'agression, s'ils n'ont pas de prédateurs et qui sont pleins de délicatesse, qui n'ont pas l'air du tout de s'ennuyer et de se dire mince quand est-ce qu'on meurt, qui font plein de choses, qui ont l'air d'être très occupés au final. Voilà. Mm. Donc, moi, mon message, c'est un message d'espoir. Je suis un chercheur qui aime bien dépasser les limites. Hein, on m'a dit que le futur, ça n'existait pas, qu'il n'existait pas encore. Ben, j'ai essayé toute ma vie avec ce souvenir du futur, avec d'autres expériences, de montrer que ce futur, il existait déjà. On m'a dit, bah, la mort, euh, c'est la finalité de la vie. Ah bah non, il y a quand la vie elle a besoin, elle sait se rendre immortelle. Il y a des méduses qui fonctionnent exactement comme les elfes de Tolkien. Ils ont des cycles, on le dit dans le livre, ils ont des cycles de vie où quand ils arrivent à un cycle très, d'être très vieux, ils redeviennent à un stade juvénile, ils se reproduisent et ainsi de suite jusqu'à temps qu'ils aient un prédateur. Donc toutes ces idées reçues, toutes ces espèces de limitations qu'on me dit depuis que je suis tout petit, j'ai toujours essayé de passer au-dessus de la barrière. Voilà, j'espère que ça va continuer et que j'emmènerai aussi des gens avec moi dans cette idée de passer au-dessus du mur en se disant que c'est pas forcément un obstacle. Voilà, peut-être utopique, Merci, mais bon. merci, merci Romuald. Et j'en profite aussi pour dire qu'on vous retrouve tous les deux, ainsi que d'autres chercheurs tels que Philippe Guillemont, Patrice Van Hersel, à Toulouse, chez Jocelyn en plus, pas chez toi, hein, mais au Centre des Congrès de Toulouse, Yes. le 14 mars, pour les gens de la région, avec Jocelyn Morisson, Patrice Van Hersel, Philippe Guillemont, Fabienne Raoul, François-Marie Dru, Sylvie Detiolia, Florence Hubert, Romuald, Franck Nabé, Patrice Pouillard, Dominique Filleul. Donc ce sera aussi une très 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 belle journée avec des expériences surprises également. Donc pour ceux qui sont dans la région, je vous remercie vraiment du fond du cœur, ainsi que celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci pour votre confiance, votre fidélité. Beaucoup d'émissions sont disponibles bien sûr dans notre plateforme, tous les replays. Vous avez aussi sur Vertical Project, dans les événements à venir, toutes les visioconférences avec Audrey Fella, Annabelle de Villedieu. Euh, il y a aussi Sophie Mangui que tu vas interviewer, Jocelyn. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site pour voir un petit peu tout ça. Merci pour votre confiance. Merci Romuald, Jocelyn. Merci Najib, mais Merci à tous. merci à vous tous pour votre intérêt, hein, et pour les premiers retours que vous nous faites sur le livre, ça fait C'est vraiment ça. plaisir. Le secret de Merci la vie, beaucoup. disponible aux éditions Guy et Daniel. À Ciao. bientôt. Merci les amis. À Merci bientôt. à vous.